Alors, on a tous déjà vu ça, non? Un de ces documents, un rapport annuel, un texte de loi, un article de recherche. Bref, un vrai mur d'informations. Et là, la question qui tue. Ok, et maintenant je fais quoi avec ça? Eh bien, aujourd'hui, on va justement voir comment transformer ces murs en portes. Comment on fait pour prendre un contenu super dense et le rendre, enfin, vraiment actionnable? Et pour commencer, prenons un exemple bien concret. Voilà, cette ligne, elle sort tout droit d'un vrai rapport financier, le bénéfice par action d'une boîte, qui a chuté. Bon, à première vue, ça a l'air de rien, c'est juste un chiffre quoi. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est notre point de départ. C'est le premier fil de la pelote qu'on va tirer pour découvrir toute l'histoire qui se cache derrière. Et voilà, on y est. La question centrale, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on passe d'un simple constat, d'un chiffre, à une vraie stratégie, à une action qui a du sens? C'est tout le parcours qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Alors, notre première pièce à conviction, si on peut dire, c'est ce que l'on pourrait appeler l'artefact. Ici, c'est le rapport annuel 2024 de l'Afarjolsim Bangladesh. C'est un document officiel, nickel, bien propre sur lui, qui nous présente la version de l'histoire que l'entreprise veut bien nous raconter. Et au cœur de ce récit officiel, on trouve quoi? Le message du PDG, bien sûr. Et là, attention, les grands mots sont sortis. Résilience, innovation, forte génération de trésorerie. Tout un vocabulaire très positif, très optimiste. C'est clairement fait pour rassurer tout le monde, les actionnaires, le public, etc. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on met le beau discours officiel juste à côté des données brutes, eh bien on voit tout de suite qu'il y a une tension. C'est même flagrant. D'un côté, on nous parle résilience, et de l'autre, pouf, le bénéfice par action qui dégringole. C'est la première fissure dans la belle histoire. Et c'est précisément là, dans cette fissure, que notre enquête commence. Sauf que cette petite faille, ce n'est souvent que la pointe de l'iceberg. Pour vraiment comprendre pourquoi elle est là, il faut prendre du recul. Il faut dézoomer, quitter le document des yeux un instant et regarder le système invisible dans lequel il baigne. Parce que la vraie complexité, en fait, elle est rarement dans le texte lui-même. Non, elle est dans les structures de pouvoir tout autour. Des structures qui, bien souvent, sont cachées juste sous nos yeux. Alors, un système invisible, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour bien comprendre, prenons un exemple historique. Celui de la pilarisation. C'est un concept qui vient de Belgique, une époque où la société était en gros organisée en grands silos idéologiques. On naissait, on vivait et on mourait dans son pilier. Bon, évidemment, ce système a évolué depuis, mais il a laissé des traces. Des structures de pouvoir assez opaques. Et ça, c'est un exemple parfait de comment des forces du passé peuvent encore aujourd'hui influencer des décisions, souvent sans qu'on s'en aperçoive. Et ça nous amène tout droit à un autre concept, la particratie. Là, c'est un système où en gros, ce ne sont pas les élus, les personnes pour qui on a voté, qui prennent les décisions importantes. Non, ce sont les partis politiques, leurs appareils, qui tirent les ficelles et souvent en coulisses. Et le gros problème avec ça, c'est que la responsabilité devient complètement floue. Ça la dilue. Pour un citoyen lambda, ça devient un vrai casse-tête de savoir qui est vraiment responsable de quoi. Bon, alors face à tous ces systèmes qui ont l'air super complexes, super opaques, on fait quoi? On baisse les bras? On reste simple spectateur? Eh bien non, justement. Heureusement, il existe des outils qui ont été pensés spécifiquement pour ça, une vraie boîte à outils citoyenne en quelque sorte, pour commencer à démonter la mécanique et enfin comprendre comment les choses fonctionnent. Et l'un de ces outils, le voici, ça s'appelle MySpot. Et sa plus grande force, c'est sa simplicité. C'est radicalement simple. C'est un seul fichier HTML, c'est tout. Pas besoin de créer un compte, pas de cloud, pas de tracking, rien. L'analyse, elle reste sur sa propre machine. C'est en fait un véritable acte de souveraineté numérique. Et concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça aide à structurer sa pensée. On peut lister tous les acteurs clés, visualiser leurs liens, qui est connecté à qui, un peu comme une carte d'enquête. On peut aussi créer une chronologie pour voir comment les événements se sont enchaînés. Et au final, on peut même bâtir une vraie stratégie, un plat-doyer. Ce n'est pas juste un bloc-notes amélioré, c'est vraiment un outil pour penser de manière stratégique. Ok. À cette théorie, mettons les mains dans le cambouis. Revenons à notre fameux rapport annuel et voyons comment on peut utiliser cette boîte à outils. On va voir comment on passe de la simple lecture, un peu passive, à une analyse vraiment active. Un peu, oui, à la manière d'un détective sur une affaire. Et voilà qui illustre parfaitement le début du processus. On commence par extraire les infos clés du rapport. Tiens, Christophe Assige, c'est le président. Ah, il est nommé par une certaine Surma Holding BV. Mais c'est qui ça? On creuse un peu et hop, on découvre que c'est l'actionnaire majoritaire et qu'il est basé aux Pays-Bas. Et là, d'un coup, de simples lignes de texte se transforment en points de données, en nœuds, qui sont connectés entre eux. Donc, si on résume, le processus, c'est vraiment ces 4 étapes clés. D'abord, on isole les acteurs. Ensuite, on visualise leurs relations. Troisième étape, on structure une chronologie pour y voir clair. Et enfin, on construit une stratégie.
C'est une méthode, une recette en quelque sorte, qui est super claire et qu'on peut réutiliser partout, que ce soit pour un rapport d'entreprise, une proposition de loi ou même pour cartographier un réseau d'influence. Mais au fond, la vraie question, c'est pourquoi faire tout ça? Quel est le but final de toute cette démarche? Eh bien, la réponse, elle est un peu plus profonde. Elle se trouve dans la philosophie même qui se cache derrière ces outils et ces méthodes. L'objectif, ce n'est pas juste d'analyser pour le plaisir de comprendre. Non, c'est de permettre ce que certains collectifs appellent la participation libre et consciente. L'idée, c'est de prendre l'indignation, cette énergie un peu brute qu'on peut tous ressentir, et de la canaliser, de la transformer en une action qui est pensée, qui est stratégique. Et le point crucial, c'est de le faire sans se faire récupérer, sans se faire absorber par les systèmes qu'on essaie justement de changer. Et cette phrase, elle résume tout en fait. MySpot est un outil d'émancipation cognitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne vous dit pas ce qu'il faut penser, jamais. Par contre, il donne les moyens de structurer sa propre pensée, de construire sa propre grille de lecture du monde, bref, de s'émanciper intellectuellement. Donc, pour résumer tout ça, on a vu qu'un simple chiffre, ça peut être le début d'une enquête passionnante. On a vu que des structures de pouvoir, qui semblent invisibles, peuvent en fait être cartographiées. Et surtout, on a vu que des outils simples et qui respectent notre autonomie existent pour faire ça. Du coup, la question finale, ce n'est plus vraiment comment on fait. La vraie question, c'est plutôt, maintenant que les outils sont là, sur la table, quelle sera la prochaine analyse ?